Alors pourquoi on lance une filière communication? D'abord, parce que nous avons un certain nombre de valeurs en tant que journalistes qui nous semblent pouvoir partager avec ce que l'on appelle les gens de la communication. Les évolutions sont telles que il y a au fond un terreau commun, à la fois sur le plan technique et sur le plan des valeurs, qu'il nous paraît important d'essayer de partager dans la pratique professionnelle. Alors ce qui est particulier chez nous, et qu'on partage avec la majeure partie des journalistes, mais pas tous, ce qui fait pour nous les trois grands axes qui déterminent notre ambition journalistique, c'est d'une part, Jean l'évoquait tout à l'heure, c'est d'observer une certaine rigueur dans l'observation de la réalité. Qui dit rigueur, vous l'évoquiez tout à l'heure, dit vouloir se donner tous les moyens de vérifier, contrôler et à minima de donner les sources des informations que nous allons être amenés à traiter. Et là déjà, ce sont des pratiques qu'on va devoir retrouver dans une démarche de communication éthique. C'est la volonté et c'est l'ambition d'avoir sans arrêt du recul par rapport à l'activité que nous menons. C'est deuxièmement une indépendance dans la production de l'information vis-à-vis de l'ensemble des autorités de pouvoir, de tutelle, qu'ils ou elles soient prescriptrices ou donneurs d'ordre, mais c'est qu'on va travailler son sujet, son information, son message de manière indépendante, sur le plan intellectuel déjà. Et le troisième élément qui est parfois discriminant, et nous le pensons toujours ici, ça fait partie de notre histoire, c'est que l'existence même d'un traitement de l'information dans la société, on pourrait dire dans les sociétés, ne doit pas être, quelle qu'en soit l'ambition professionnelle, réservée aux seuls professionnels de l'information, c'est-à-dire aux seuls journalistes. Nous avons toujours pensé que les citoyens devaient être partie prenante du traitement de l'information, que ce soit en tant que récepteurs de l'information, mais que ce soit qu'en tant qu'acteurs de l'information. Tous les citoyens sont des sujets de ce point de vue-là. Et c'est en ce sens-là qu'on a mis en œuvre, il y a déjà très longtemps, une démarche de journalisme citoyen, d'intégration dans nos formations de personnes qui viennent de tous horizons, avec des parcours très atypiques. Et de ce point de vue-là, on se retrouve avec des valeurs qui deviennent maintenant communément admises. Je peux vous assurer qu'elles ne l'étaient pas il y a 10 ans. C'était même beaucoup plus ouvert dans les années 60 de ce point de vue-là que dans les années 80. C'est-à-dire que le métier de journaliste dans les années 60 était plus ouvert dans sa sociologie qu'il ne l'a été dans les années 80 où il était grosso modo reproducteur d'une élite est toujours la même. Et le schéma de formation, des cursus de formation empruntait grosso modo la même voie, l'ENA, Sciences Po, etc. Et puis on devient journaliste dans une école de journalisme. Dans les années 60, c'était pas ça du tout. Pour prendre le réseau dont nous sommes issus, nous on a que 30 ans, à l'école, moi j'ai beaucoup plus, je vous rassure. Le réseau dont nous sommes issus, qui s'appelle le CFJ et le CFPJ, demandait pas le bac dans les années 60-70. C'est-à-dire que c'était sur une expérience de la vie qu'on intégrait l'école et en fonction de compétences, de qualité, d'une culture générale de bon niveau, etc., qu'on ne retrouvait pas strictement dans la reproduction, uniquement dans la reproduction sociale basique, quoi. Et nous sommes les héritiers un peu de cette histoire-là ici. Comme le CFPJ était né, ça pour vous faire un petit clin d'œil historique, le CFPJ, le CFJ est né d'une histoire qui est celle de la libération de l'après de la Seconde Guerre mondiale. C'est des résistants qui l'ont créé. Nous, on ne fait pas partie de cette génération-là. On est fiers d'être leurs enfants, qu'ils aient été nos mentors, mais en réalité, nous, on est issus des années 70, en fait, très directement, culturellement. Voilà. Ça, c'est notre conception de l'information. Et puis, il y a la réalité, ce que nous vivons ici tous les jours. Et ce que nous vivons aussi tous les jours, parce que nous sommes aussi très pragmatiques, nous ne sommes pas, à proprement parler, des théoriciens de l'information, mais des pratiquants, c'est que, d'une part,
nous nous sommes aperçus que à peu près tous les gens qui se forment au journalisme ici, c'est-à-dire à peu près, si l'on prend tous les cœurs de métier, que ce soit des gens issus de l'écrit, du multimédia ou de la vidéo, ou centrés plutôt sur la photographie, pour la très grande majorité d'entre eux, ils pratiquent à la fois un journalisme dans les médias d'information et d'un autre côté, ils accomplissent des missions de communication auprès d'organismes divers et variés, des entreprises, des institutions, des associations, etc. etc. Et tout cela, en général, parce que la situation est difficile, et que si on veut vivre du journalisme, on a intérêt à faire quelque chose à côté. Et quelque chose à côté, ce qu'on appelle historiquement un boulot alimentaire, parfois on dit des ménages, on préfère faire quelque chose qui est, sur le plan technique, un rapport avec son activité habituelle. Donc, tous les journalistes qui sortent des écoles aujourd'hui, ils ont une part dans leur escarcelle d'activités de communication pour pouvoir vivre, et souvent aujourd'hui survivre dans nos métiers. Mais voilà. Et donc ça, c'est un constat que nous avons fait, c'est un constat qui a bien moins de 10 ans, ça fait 4-5 ans qu'on observe ce phénomène, un peu plus pour les photographes, mais pour les rédacteurs, c'est beaucoup plus récent. Et puis, l'autre aspect, c'est que au regard de ces pratiques professionnelles mixtes, où nous avons été amenés, non pas à former des journalistes aux techniques de communication, mais à transmettre, d'un point de vue un peu théorique, les différences de fonctions qu'il y a entre la communication et l'information aux gens qui étaient en formation ici. Si bien que dans cette recherche, on a été amené à essayer de voir comment l'on pouvait mutualiser ce que seraient des bonnes pratiques de journalisme et de bonnes pratiques en communication. Et que, comme le débat information-communication pour les gens qui viennent de nos secteurs est extrêmement fait rage en fait depuis une vingtaine d'années, nous avons essayé de rechercher la manière dont on pouvait, c'est un travail qui a là aussi 4 ou 5 ans, la manière dont on pouvait en fait pratiquer une communication qui respecte à la fois les valeurs du journalisme et les pratiques journalistiques, celles dont je parlais tout à l'heure, la rigueur, la vérification, le contrôle, etc. Et qui respecte aussi les valeurs qui sont les nôtres en tant que structure particulière, qui sont les valeurs de l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes Nuscope, et ça veut dire le partage, la citoyenneté, etc. Je ne vais pas vous en faire des tartines là-dessus, mais ça vertèbre, ça structure notre production collective tous les jours, bien entendu, et la citoyenneté, bien entendu. Et donc, on s'est mis à analyser tout ce qui se produisait en termes de communication, se revendiquant d'une éthique nouvelle, et on s'est aperçu que ce n'était pas simple, et on s'est aperçu que bon nombre de structures se réclamant comme nous des valeurs solidaires, des valeurs citoyennes, en fait, produisaient une communication qui, de notre point de vue, ne respectait pas ces valeurs. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais par exemple, il y a des organismes bancaires qui soutiennent très fortement des actions de solidarité sociale, écologique, etc., des gens comme Greenpeace, etc., et qui en même temps ont des pratiques sociales ou sociétales qui ne nous paraissent pas convenables. Et de notre point de vue, ça nous paraît contradictoire. Où il y a des structures de l'économie sociale qui font de très belles campagnes de promotion. Je n'ai pas le temps de vous en montrer, mais à l'occasion, je vous en montrerai. Qui font de très belles campagnes de promotion, mais ça n'empêche pas de de développer des produits toxiques à côté. C'est-à-dire que là, c'est facile à citer. Je citerai la caisse d'épargne. C'est pas que ça fait toujours un peu mal parce que la caisse d'épargne est capable de produire des campagnes très citoyennes, etc. Puis d'un autre côté, faire du natixis, quoi. Donc, on s'est aperçu que c'était compliqué à mettre en œuvre et que quand ces organismes-là confiaient leur mission de communication à des agences traditionnelles,
nous l'avons récemment vécu à l'occasion des États généraux d'économie sociale et solidaire, à des agences traditionnelles de com ou de marketing ou de publicité. En fait, comme ces agences ont du mal à s'approprier les valeurs en question, font des bêtises d'image, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait former des professionnels, et c'est en rencontrant à la fois des petites structures mais les grands comptes que nous avons décidé avec eux en quelque sorte de prendre la responsabilité, mais sur leur contrôle moral. Je prends des structures aussi bien comme le Crédit Coopératif, la Massif, la Ligue de l'enseignement pour prendre un champ très très large, les CMA pour ceux qui connaissent ces secteurs d'éducation, mais également des structures comme Enercop, etc., l'Atelier, voilà. Donc on a consulté pendant plusieurs années et de manière très active pendant un an l'ensemble des structures qui se posent des questions en matière de communication, puisqu'il n'y a pas non plus de regroupement et des acteurs de la communication dite solidaire, responsable, éthique, etc. Et donc on a travaillé là-dessus. En parallèle à cela, Jean vous l'évoquait tout à l'heure, les évolutions et la mutation profonde que connaissent nos métiers, en particulier celle de journalisme, et les questions qui ont été posées le montraient aussi, c'est que très concrètement, au-delà de cette mutation, il y a, on connaît aujourd'hui une dégradation importante des conditions de fabrication de l'information, donc ce qui peut amener à un manque de vérification, etc. C'est-à-dire qu'il y a moins de journalistes pour produire plus d'informations, sur plus de supports, et ce que l'on reprochait hier aux organes de communication, on peut largement le reprocher aux journalistes professionnels, parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler d'un côté, et que d'un autre côté, sans doute pour ces raisons-là, mais pas uniquement, ils se retrouvent à prendre pour argent comptant ce que leur diffusent les grandes entreprises, les grands comptes, les institutions, et à faire du copier-coller pour aller vite entre les communiqués de presse qui sont diffusés par les plus grandes institutions et à les diffuser tels quels sans prendre le temps de vérifier, d'adopter des points de vue contradictoires, etc. Bon. Et donc de ce point de vue-là, il y a une dégradation évidemment de la qualité de l'information, en particulier dans ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire dans les grands médias. Il est vrai que il y a quand même émergence de médias citoyens, alternatifs, ou en tout cas indépendants, qui remettent un peu d'ordre moral dans tout ça. Ordre moral dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui calmement font leur boulot. Je peux vous citer au moins l'exemple de Mediapart, quoi. Mais pour un Mediapart qui émerge, il y en a beaucoup qui se vendent, quoi. C'est-à-dire que par exemple, il nous semble que même si le travail réalisé est encore intéressant, mais que un média né indépendant comme Rue 89 ne fait pas le travail de la manière aussi ambitieuse que ce qu'ils promettaient au début, quoi. Parce qu'ils ont quand même fait ils font encore du bon travail, mais en réalité, ils ont été obligés ils n'ont pas trouvé leur modèle économique, donc ils ont été obligés de se vendre en quelque sorte. Alors ils sont vendus à un autre groupe de presse, ce qui est moins pire qu'autre chose. Mais enfin, un groupe de presse historique du mainstream qui n'était pas sur l'orientation éditoriale, quoi. Donc aujourd'hui, ils sont un peu coincés, même si ce n'est quand même pas le pire. Et parallèlement à ça, on a eu une évolution, donc on a une dégradation de la qualité de l'information. Parallèlement à ça, on a connu, toujours dans ces 5 dernières années, des tentatives dans certains secteurs de la communication, en particulier dans ce qu'on appelle le SS ou les collectivités territoriales, de s'éloigner d'un type de communication purement descendante, c'est-à-dire de faire autre chose dans la com que la promotion, la démarche marketing, pour essayer de mettre en place une communication plus d'échange, plus de partage, voire ascendante, c'est-à-dire faire émerger la parole des consommateurs, des citoyens, des usagers, etc., etc. Et donc plus respectueuse de la réalité dans sa complexité. Et on le voyait déjà, ça fait déjà quand même une bonne dizaine d'années que si vous êtes amené à lire, à consulter les sites, les rapports et les organes de communication des entreprises, y compris des grandes entreprises,
on y trouve maintenant des informations sur la concurrence et des informations apportant des éclairages différents, ce qui n'était pas imaginable il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous preniez le journal de Total, on ne parlait pas de la concurrence. Maintenant, on parle de la concurrence, même si c'est pour revendre le pétrole et les actions de Total. Il n'empêche que ça s'est affiné dans la qualité rédactionnelle et de construction des sujets. Autrement dit, on n'est plus aujourd'hui dans la situation caricaturale qui était un peu notre posture historique. Hein. Il y a les bons, les gens honnêtes, ce sont les journalistes, puis d'un autre côté, il y a les communicants, ce sont les méchants, et les gens qui ne font pas bien leur boulot et qui en fait vendent la soupe de tout le monde à n'importe quel prix, etc. Les choses se sont quelque peu rééquilibrées de fait. C'est pourquoi nous avons pris cette décision de créer une formation dédiée à l'économie sociale et solidaire et aux collectivités publiques. D'une part, je vous le laissais entendre, parce que nous-mêmes, nous sommes engagés dans ce secteur-là, hein, et qu'on a bien envie de le voir se développer, et que quand nous remarquons que certaines structures communiquent mal, hein, la communication associative, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est de qualité assez irrégulière, quoi. Elle n'est pas toujours de très bon niveau. Hein, la communication, et je vous parle de la communication associative qui a parfois peu de moyens, mais même la communication des mutuelles ou des banques coopératives, je pense que pratiquement l'ensemble des participants ici est ou a été adhérent d'une mutuelle. Je ne sais pas dans quel endroit de votre appartement vous lisez la presse mutualiste, ou si vous la lisez, ou s'il l'a acheté avant d'arriver, parce qu'on reçoit toujours le bulletin de la mutuelle. Hein. Je ne sais pas lequel d'entre vous a participé à une assemblée générale régionale de sa mutuelle d'assurance ou de santé. Sans doute personne. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication et d'implication dans ces mouvements-là qui sont pourtant censés être des outils de solidarité. Quand quelqu'un est malade, eh ben, on est solidaire, puis quand je serai malade, les autres sont solidaires avec moi, etc. C'est aussi simple que ça, les principes même de la mutualisation des soins entre les gens, quoi. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la qualité de la communication, même s'il y a eu des campagnes extrêmement intéressantes et porteuses. Mais par exemple, ce qui est notoire, vous avez sans doute entendu parler ou observé la campagne de la Maïf, l'assureur militant, qui maintenant a un certain nombre d'années. Bah, ce qui est intéressant à noter, c'est que ceux qui ont produit cette campagne sont des gens qui travaillent à l'origine exclusivement, plus maintenant bien sûr, pour le secteur public. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient spécialisés, c'est une agence qui a été longtemps spécialisée dans la communication publique, des collectivités territoriales, des régions, des départements, etc. C'est les mêmes qui ont fait la Maïf que, je vous laisse voir parce que c'est en train de... La com elle est un peu derrière maintenant, qui ont fait toute la communication pendant 2 ans sur l'évolution de la place de la République, qui n'est pas très loin d'ici, pour ceux qui connaissent, qui a été une communication très participative, quoi. Et c'est ce qu'ils ont essayé d'amener, c'est d'assumer publiquement que, y compris, ce que nous-mêmes nous sommes rendus compte au bout d'un certain temps, c'est que finalement, même d'être une entreprise militante ou engagée, coopérative, etc., c'est même un argument de vente aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que ça a été un argument pour la Maïf de montrer qu'ils étaient non seulement professionnels, mais qu'ils étaient près des gens, etc. Donc même sur le plan commercial, ça fonctionne. Nous cachions, il y a 10 ans, le fait qu'on était une SCOP, c'était marqué nulle part dans notre communication. On n'y pensait même pas. On n'avait pas honte quand même, mais on n'osait pas en parler. Hein, on trouvait ça, voilà, qu'est-ce que ça, les gens s'en fichent. On fait des bonnes prestations, la structure fonctionne bien, basta, quoi. Et en fait, maintenant, on l'assume, et c'est après l'avoir assumé, et ça fait pas très longtemps qu'on le met dans notre com, Henri, ça fait 3 ans à peu près, 3-4 ans qu'on le met sur le site, sur les brochures, etc. Et on s'est rendu compte qu'après que les gens étaient sensibles à cette posture-là, alors que ce n'était pas notre problème au début. Et c'est en ce sens-là que nous sommes engagés dans ce processus-là. Et puis, l'autre élément, c'est que le métier de responsable de communication revêt dans les structures, dans le secteur d'économie sociale et solidaire, dans le secteur public, une autre nature, parce que d'une autre mission,
qui est fondamentalement différente, ou qui devrait l'être, ou en tout cas nous militons pour cela. Hein, c'est-à-dire que le chargé de communication dans ce secteur-là, il va avoir systématiquement une boussole, un horizon, c'est de faire communiquer la structure en interne, la structure avec l'extérieur, les individus, les groupes, etc., dans une logique d'intérêt général, et pas dans une logique de strictement vendre des produits. Et c'est la grande différence, en fait, c'est que même la logique marketing, et c'est pour cela qu'il faut une formation spécifique, elle ne peut pas être la même, puisque l'objectif, c'est pas de produire pour produire, c'est produire pour une finalité. Donc une entreprise de l'ESS, théoriquement, bien entendu, ne devrait pas produire des produits inutiles. Ça peut arriver, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas si simple. Mais en tout cas, elle doit toujours se poser la question de la finalité de sa production. Et donc, on est forcément amené à ne pas chercher des relais de croissance pour des relais de croissance. Donc on interroge à la fois le modèle économique de l'entreprise, quand on communique pour elle, et on interroge la finalité de son activité. En ce sens, ça ne va pas être simplement sur la qualité des produits qu'on va communiquer, mais sur leur utilité sociale, leur utilité sociétale, hein, et le bien fondé qu'elles ont d'exister sur un marché. C'est pour ça que la formation que nous avons créée va s'attacher à développer ces spécificités. Ensuite, pour conclure un petit peu, pour qu'on ait un échange, nous nous sommes demandé, bien entendu, si tout ça était bien raisonnable, que nous avions des intentions, des ambitions, mais est-ce que ça représente un véritable potentiel? Alors, à l'évidence, si l'on prend les secteurs concernés, ça représente un potentiel dans la mesure où, comme vous le savez, même si elle est en réduction, la fonction publique, y compris territoriale, représente plusieurs centaines de milliers d'emplois, et que l'économie sociale et solidaire elle-même représente à peu près 2,5 millions de personnes dans le paysage, tout secteur confondu, hein, c'est-à-dire que même le demi-poste en contrat d'avenir dans une association de quartier compte là-dedans, hein, jusqu'aux 2000 salariés, aux 2500 salariés de chèque déjeuner. Bon, c'est quand même, il y a des marges extrêmement importantes, mais ça représente un gisement extrêmement important parce que ce secteur-là, à la différence d'autres, est en développement. Il est en développement. Alors les études, il est en développement, il est un peu plus visible. Ce n'est pas un hasard si ce secteur-là se trouve pour la première fois avec un ministère. Il y a déjà eu un secrétaire d'État, mais avec un ministère, donc avec un peu de moyens, mais en tout cas beaucoup plus de visibilité qu'il n'avait jamais eu. Et ce secteur se déploie considérablement. C'est-à-dire que, par exemple, le secteur que nous connaissons bien, qui est les SCOP, eh bien, les créations d'entreprises sont de plusieurs centaines par an depuis 4 ou 5 ans. Mais c'est un secteur petit, hein, puisqu'on est, les coopératives, c'est 2000 entreprises en France et 45 000 emplois. Donc c'est quand même petit à l'échelle du pays. Mais en tout cas, c'est une niche extrêmement importante de déploiement, de développement d'entreprises, d'activités, etc. Et d'autant plus qu'on est dans une période où il y a création d'emplois dans ce secteur-là, parce que ce secteur est particulièrement adapté à développer des activités à caractère social, sociétal, écologique, etc., qui sont des secteurs entiers qui sont amenés à se déployer de manière importante et qui sont aujourd'hui très largement soutenus. Et puis, ce qu'il y a de particulier à ce secteur-là, c'est, à moins de connaître à tel ou tel moment des crises, et c'est déjà arrivé, ça arrivera de nouveau, les structures, en tant que structure, elles-mêmes tiennent plus longtemps. C'est-à-dire qu'une structure économiquement, hein, que ce soit des associations qui ont un peu de moyens, elles trouvent le moyen de tenir malgré la crise. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans le secteur industriel, celles qui sont en coopérative, c'est pas beaucoup, hein, il y en a 1200 dans le pays, mais elles tiennent 2 fois plus qu'une entreprise classique. Une entreprise qui se crée dans le secteur coopératif, au bout de 3-4 ans, 80% d'entre elles ont tenu, alors que c'est à peine 60% pour celles du secteur classique.
Donc, il y a une pérennisation parce que les gens tiennent à leur boîte, ils font tous les efforts nécessaires, etc. Il y a des effets contradictoires, bien entendu. C'est pas tout rose. Mais c'est un secteur qui est en plein essor, en plein développement et qui a besoin de se faire connaître. On va en reparler et de faire savoir ce à quoi ils servent, ce qu'ils produisent, etc. Et ce qui est important, c'est presque aussi important pour le secteur associatif aujourd'hui, c'est non seulement de savoir faire son métier, mais grosso modo, il a évolué. Les métiers ont évolué, mais de l'éducation populaire, ça évolue grâce aux nouvelles technologies, mais les fondamentaux sont toujours les mêmes. Les activités sociales sont globalement, humainement, toujours les mêmes. En revanche, ce qui tue en particulier les associations, c'est qu'elles ne savent pas faire connaître quelles sont leurs activités. Et elles en meurent parfois. C'est une fonction qui est essentielle dans les pratiques associatives en particulier. Et puis, il est clair que les nouveaux outils de communication dont on se sert pour produire de l'information sont les mêmes, exactement les mêmes, que ceux qui sont utilisés, que nous utilisons nous-mêmes pour produire de l'information. En particulier, bien sûr, Internet, l'ensemble des supports, et les techniques d'organisation d'une stratégie de communication, puisque la formation à laquelle nous préparons, c'est une formation non pas de techniciens, mais de managers, organisateurs et concepteurs de stratégies de communication, eh bien, les outils qu'on va mettre en œuvre sont exactement les mêmes que quand on lance, ce que nous faisons nous ici tous les jours, une stratégie de communication média dans un groupe de presse, comme on la pense quand on va à l'équipe, quand on va au Monde, etc. On en parlait, je crois, un peu tout à l'heure. Ce sont les mêmes démarches, les mêmes outils qu'on va devoir maîtriser et mettre en œuvre. Et puis, un dernier élément, c'est que on a une force de frappe dans ce secteur-là, évidemment qui n'est pas celle de l'argent, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais une force de frappe humaine qui est qu'on réussit à mettre en œuvre des pratiques, des stratégies, des événements de communication qui comptent sur le nombre et sur l'intelligence des gens pour faire savoir ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est encore très, très, très balbutiant, à part certains réseaux qui, notamment dans l'économie solidaire, qui sont des petites structures très reliées, où il y a de nombreux réseaux sociaux qui existent déjà, mais qui sont encore peu connus, qui ne sont pas connus par le grand public, qui sont des réseaux, en fait, internes à une mouvance, qui sont publics dans le sens où n'importe qui peut y aller, mais il faut savoir que ça existe, et qui permettent d'agir sur des actions. Par exemple, il y a une action de mouvance qui prend beaucoup d'ampleur depuis 2-3 ans, qui est le mois d'économie sociale et solidaire, et qui tient uniquement sur un phénomène d'essaimage et de réseaux qui se mobilisent. Du côté des collectivités publiques, là aussi, il faut sortir de la communication descendante, c'est-à-dire qu'il s'agit non seulement que les élus développent le message qu'ils souhaitent faire, mais l'élu qui n'y réfléchit pas, et les élus sont rarement des experts en communication, ils sont des experts en marketing politique, et encore pas des experts. Ils ont une mission qu'ils transmettent à leurs communicants, et leur mission première, surtout l'élu le lendemain où il a été élu, c'est de savoir comment il va communiquer pour être réélu le coup d'après, dans 5 ou 6 ans. Et la communication politique, souvent, se résume à cela. J'exagère un peu, bien entendu, parce qu'on a peu de temps, mais globalement, c'est ce qu'on assigne aux communicants. Et autour de cet axe-là, c'est-à-dire valoriser le travail de l'élu, on va construire, effectivement, des supports, des contenus, on va les développer et tout ça. Or, si l'on veut vraiment mobiliser un territoire autour d'un projet dans une situation particulièrement difficile, beaucoup d'élus se sont rendus compte aujourd'hui qu'il fallait aussi donner la parole aux gens et qu'il fallait qu'il y ait un échange dans les deux sens. Et puis, par rapport au message de la réélection, qui est une image, mais qui est bien réelle pourtant, on s'en aperçoit tous les jours, il s'agit d'être capable, sur un territoire, sur une action, sur un secteur, sur une délégation, d'en exposer la complexité.
Or, la communication traditionnelle, qu'elle soit politique ou du mainstream de l'entreprise classique, elle refuse la complexité, par nécessité. Hein, on va donner aux gens des messages simples, parce que les gens, de toute façon, ils sont là soit pour acheter, soit pour voter, donc il faut leur dire ce qu'il faut faire. Et non pas prendre le recul d'analyser, de réfléchir à une situation complexe. Or, les situations, aujourd'hui, sont complexes de façon à se faire une opinion. Et le travail du communicant responsable ou éthique, c'est d'être capable d'exposer de manière compréhensible des situations complexes. Ce qui, soit dit en passant, est à la base également du travail journalistique. Vous comprendrez que ça a un peu dérapé, on en est de moins en moins là quand même, hein, dans le travail journalistique. Vous aurez compris également que les nouveaux outils sont parfaitement adaptés, hein, Internet et réseaux sociaux. Quand on parle du multimédia, c'est la capacité, on touche aujourd'hui essentiellement les gens par les images animées, mais également par le discours, plus que par l'écriture. Hein, le discours, c'est-à-dire écrit, mais par l'audio en fait. Hein, et que ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est une communication participative, une communication qui soit de l'échange entre pairs, PAIRS, à égalité, de façon à revenir un peu au sens premier du terme communication, c'est-à-dire effectivement être ensemble. C'est en ce sens qu'on souhaite développer, et c'est pour nous la création de cette nouvelle filière, c'est également une mission que nous assignons pour irriguer ces deux grands secteurs, hein, que sont le secteur public et le secteur d'économie sociale et solidaire, de nouveaux communicants dans le paysage. Le cœur du métier auquel nous formons désormais tourne autour de 3 axes et qui sont en partie communs dans l'esprit, dans la démarche mentale et morale entre le journaliste et le communicant dit responsable ou éthique. C'est effectivement faire preuve de rigueur, j'en arrêterai là, faire preuve d'une forme d'engagement citoyen dans la complexité. C'est pas de l'engagement citoyen au sens je vais vous raconter la vérité, hein, mais je vais vous dire, si c'est ma vérité, je vais vous dire d'où elle vient, je vais me sourcer moi-même, je vais sourcer les autres. Et puis troisièmement, de maîtriser les outils, parce que si vous n'avez pas une bonne maîtrise des outils de mise en œuvre d'une stratégie de communication, ça ne sert à rien tout ça. Tout ça, c'est du discours. Voilà, grosso modo, autour de quoi et dans quel esprit nous avons construit cette formation. On l'a construite de différentes manières, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à partir du début de l'année prochaine, en février-mars, vont suivre une formation pendant 6 mois jusqu'à l'été complète. Et puis, donc ça, pour l'intégrer, il y a des tests de sélection, d'écriture, de culture générale, etc. Ce sera une formation qui sera diplômante par l'école et à terme, quand on en aura fait une ou deux, parce qu'il faut en avoir fait une ou deux, qui sera également certifiante comme les autres ici. Mais il y a aussi déjà pas mal de gens qui sont déjà plus ou moins communicants qui viennent en fait pour une semaine, 3 jours, pour une technique. Il y a des gens qui sont inscrits juste pour réseaux sociaux, mais qui sont déjà responsables de com à tel endroit, ou d'autres qui sont inscrits pour, alors qu'ils connaissent le secteur de l'économie sociale, qui veulent s'inscrire juste pour avoir une bonne maîtrise de ce qu'est le secteur public, les collectivités, les compétences de chaque territoire, etc., etc. Voilà, donc il y a des gens qui vont piocher ce qui les intéresse, c'est possible pour vous aussi, c'est pour ça que je vous en parle, hein. Et puis il y a des gens qui vont faire le cursus complet, parce que ça représentera une manière de donner une cohérence à ce qu'ils ont fait auparavant, hein. Pour l'intégrer, il faut quand même avoir un bout de connaissance, une culture d'imprégnation, même si elle n'est pas très structurée, de ce que c'est ce que sont ces secteurs-là, quoi, hein. S'y intéresser, mais s'y intéresser de manière personnelle, hein, voilà. Il y a des gens aussi qui sont en train de s'inscrire, là par exemple, qui viennent du secteur de la communication des grandes entreprises et qui ont envie qui en ont marre, bon, chacun sa vie, hein, et qui veulent basculer dans une communication plus solidaire et voilà, donc voilà. Voilà grosso modo un peu la démarche qui nous a traversé et qui nous a amené à
à intervenir sur ce terrain-là après plusieurs années de débat entre nous en disant on ne fera jamais d'ACOM, c'est pourri, tout ça. Et on s'est dit qu'on pouvait effectivement faire une communication propre, solidaire, éthique. Voilà.